Fidèles auditeurs de la Prunelle FM, bonjour, bienvenue à suivre votre émission En face des candidats. Nous sommes aujourd'hui lundi, lundi 18 le 18 décembre 2023. En RDC, vous le savez, la présidentielle couplée des législatives nationales et provinciales ainsi que l'élection des conseillers municipaux s'organise le 20 décembre prochain. Vous le savez, les candidats passent sur ces plateaux et dans ces studios pour pouvoir évidemment parler d'eux, parler de ce qu'ils sont ou pourquoi on devrait leur faire confiance au cours de ces prochains scrutins. Nous avons reçu d'éminents invités dans ces studios. Nous en recevons toujours, et c'est lundi, je reçois le pasteur Nicolas Kialanga-Liloa. Il est lui candidat député national. Les candidats députés provincial dans la circonscription électorale de Bukavu. Nous sommes au chef-lieu de la province du Sud Kivu. Je le reçois parce que vous le savez, et en tant que candidat et ancien acteur de la société civile, il est également au cœur des processus de l'encadrement des jeunes dans la province du Sud Kivu depuis plusieurs années, un acteur social engagé, et nous allons évidemment savoir pourquoi il s'est engagé, pourquoi il a changé des casquettes pour pouvoir embrasser la carrière politique, et nous en parlons dans quelques secondes. Bonjour, pasteur Nicolas Kialanga-Liloa. Bonjour, cher honneur. Merci d'être venu sur ces plateaux et dans ces studios. Merci pour l'invitation, et je crois que c'est un privilège et honneur de partager avec tous ceux qui nous suivent en ligne, en direct, mais aussi d'être, je l'espère, une inspiration pour les plus jeunes. Pour que le type de leadership que nous voulons prôner, que nous prônons, devienne la norme. Un leadership désintéressé et uniquement axé sur le bien de l'autre. Félicitations aussi pour cette émission que je sais est bien suivie et toutes mes encouragements. Merci, merci pasteur Nicolas Kialanga-Liloa. Vous êtes candidat député national, également candidat député provincial. Vous êtes de l'opposition du parti politique Leadership Gouvernance pour le Développement et on vous connaît comme acteur de la société civile. Peut-être qu'on est plus à présenter, mais dites-nous en plus bref comment, pour celui qui devrait parler de vous en quelques mots, qu'est-ce qu'il retiendrait? Je suis boukavien, je suis de ce qu'on dit Iribouka, né dans la ville, j'ai grandi dans la ville. C'est une bonne chose parce que j'ai vu la ville comment elle était, et c'est une mauvaise chose parce que je l'ai vu aussi changer. J'ai vu les mentalités des gens changer, et pire, toute chose change. Et ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'au fait, on ne change pas dans le bien. On a l'impression qu'on recule d'année en année. Et après de mes études, je suis rentré pour contribuer évidemment au développement, à l'essor de ce pays, au travers principalement la formation et l'encadrement de jeunes. C'est un travail que nous avons fait pendant une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, et activement dans un rôle un peu plus visible au sein de la société civile pendant plus de 7 ans. Le constat, il est amer. Au fait, une des couches les plus marginalisées de la société, c'est la jeunesse. C'est que vous voyez des jeunes qui étudient école primaire, école secondaire dans des situations très compliquées, l'université dans des situations énormément compliquées, et à la fin, ils n'ont pas d'option et d'alternative. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. Alors, on a l'impression que le système veut les courber aux manies et aux caprices de ceux qui sont avant eux, c'est-à-dire les aînés. On a l'impression que les types de modèles qu'ils ont, c'est des modèles qui ne sont pas là pour construire, mais pour détruire. Et donc, pour qu'un jeune soit accepté dans le cercle, je dirais, des plus vieux, il faut qu'il s'adapte à leur façon de faire. Et une façon qui, à mon humble avis, n'aide pas la jeunesse. Et alors, le combat que nous avons mené était principalement pour l'encadrement des jeunes, pour les aider à trouver des opportunités. Et je crois que c'est un combat que nous allons continuer maintenant. Je ne vais pas parler de rajeunissement, mais je vais parler de diminuer les problèmes sociaux et les injustices sociales, et principalement ceux contre les jeunes, parce que aujourd'hui, par exemple, prenons la réalité d'une entreprise. Un jeune, on lui dit, écoutez, créer une entreprise, il n'y a plus de travail. Mais il faut qu'il cherche un prêt à la banque. Il faut qu'il ait une maison. Mais vous savez combien ça coûte les maisons ici ou les parcelles. Quel est ce jeune qui aura 80 000, qui n'a jamais travaillé, 100 000 pour en posséder? C'est pratiquement un rêve. Et donc, il est obligé d'évexer dans des choses comme la corruption, le vol, les détournements, pour trouver des moyens pour faire sa vie. Mais on doit créer une société juste où, si quelqu'un travaille,
si quelqu'un a de l'ambition et il travaille dur, il doit être capable de gagner sa vie. Il doit être rétribué pour voilà, son travail. Ça, c'est la première des choses. Et je crois que ça, c'est le principal pour moi. Et maintenant, ce que je peux appeler deuxième périphérie, c'est que bon, en tant que membre de la société civile, vous êtes exposés, nous avons été exposés aux problèmes de la province à tous les niveaux. Problèmes d'eau, d'électricité, des routes, des installations sanitaires, d'urbanisation, d'éducation, de sécurité, ainsi de suite. Et à tous ces problèmes, nous avons proposé des solutions. Nous avons fait des cahiers des charges, nous avons fait des notes de plaidoyer, ainsi de suite. Pour trouver un mutisme qui fâche pratiquement de la part des autorités. Vous vous posez la question de savoir, mais ceux qui sont dans l'exécutif, ceux qui nous dirigent, en fait, ils le font pourquoi? Par prestige ou par sens du devoir? Est-ce qu'ils ont ce qu'ils suivent pour pouvoir nous gouverner? Est-ce qu'ils savent ce qu'il faut faire? Voilà, ça revient aux questions de leadership. C'est-à-dire que, en fait, ils comprennent pas, ils sont là, bon, c'est bon de s'appeler honorable, c'est bon de s'appeler ministre, mais à la fin, monsieur le ministre, tu es là pour quoi? Quel est ton job description? Quelle est ta vie? C'est-à-dire, tu es là pour nous servir. Qu'est-ce que tu vas faire pour nous? On a l'impression que non, écoutez, il y a pas de bilan, il y a rien. Et alors, on se dit non, on ne peut pas continuer comme ça. On va proposer notre offre aux jeunes, principalement, mais aux femmes et à tous les adultes. Et on va dire non, nous allons nous battre. Quand nous sommes élus, nous ne sommes pas là pour le prestige d'être appelé honorable. Nous sommes des serviteurs du peuple. Si nous manquons de sommeil, ce n'est pas parce qu'on a trop bu la nuit, on manque de sommeil, parce que simplement, on est en train de travailler à gauche et à droite, au four au moulin. Pour chercher une solution au problème. Si nous sommes dans les exécutifs, la même attitude. Et je crois que si l'on change cette attitude, eh ben, beaucoup de choses vont se débloquer. Parce qu'il y a quand même des autorités, en tant que membre de la société civile, et puis maintenant aussi candidat, nous faisons le tour, nous faisons le terrain, néfice dans la ville de Bukavu. Mais il y a des endroits où ils n'ont jamais vu, même le bourgmestre, à part le chef de quartier. D'ailleurs, il y a même des endroits où les chefs de quartier. Parfois, c'est le chef d'avenue, les Nyumbakumi. Parfois, voilà. Il n'y a que le chef d'avenue, les Nyumbakumi. Et maintenant, vous voulez diriger des gens comme ça. Ce sont des endroits infestés de malaria, des maladies hydriques, il n'y a pas de pont. Et ce sont des petites choses qu'on pouvait régler, pas par baguette magique, mais du jour au lendemain. Donc, vous sentez qu'il n'y a aucune volonté de travailler pour le peuple, pour ceux qui ont le mandat de travailler pour le peuple. Et nous, on dit, si on combine maintenant notre désir de voir la jeunesse trouver sa place, parce qu'elle est une force, mais une force non utilisée, trouver sa place et contribuer à l'essor de ce pays. Si on voit aussi le désir de faire en sorte qu'il nous ait une classe politique qui est au service du peuple et non pas au service d'eux-mêmes, une classe politique qui s'est dit que les choses peuvent changer, qui n'est pas paralysée par la grandeur des problèmes, et ben moi je crois que les choses sont jouées. C'est cette offre que nous donnons aux gens, cette offre que nous donnons aux jeunes, et nous disons voilà, si vous comptez sur nous, voilà en 2-3 mots ce que nous aimerons faire. Voilà. Eh bien, révérend pasteur, on le sait que vous êtes également un format. Vous avez évoqué d'ailleurs un problème de leadership. Vous capacitez les gens depuis plusieurs années sur la question de leadership. Pourquoi n'avoir pas choisi évidemment de compter sur ces leaderships que vous êtes en train d'inculquer par la jeunesse et avoir choisi d'y aller seul cette fois? Ben, pendant longtemps. Parce que c'est pour toutes ces raisons où vous dites. Bon, je dois d'abord dire qu'au début, moi, je comptais, comme vous l'avez dit, sur ceux qui nous seront formés. Mais je me suis rendu compte qu'ils ont un problème de modèle. C'est-à-dire, c'est bon de leur donner toutes ces théories. Mais quel est le modèle? Quel est ce leader intègre qu'ils ont? Et j'ai essayé pendant des années de chercher quelques leaders que je pensais intègres. Encore faut-il que ces gens acceptent de partager avec la jeunesse. Encore faut-il que ces gens acceptent de prendre sous leurs ailes des gens qui ne sont pas, par exemple, de leur communauté, ou de leur église, ou de leur famille. Alors moi, je me suis dit, non, bon, ok, nous, on va se lancer, et nous, on sera ce modèle-là. Et c'est comme ça que nous sommes lancés. Et écoutez, je ne me vante pas, mais je remercie quand même Dieu, parce que bon, je pense que le passage à la société civile nous a permis d'inspirer un certain nombre de gens, et nous espérons aussi que notre passage en politique nous permettra d'inspirer un nombre de gens. Moi, je ne me fais pas d'illusion que Nicolas, à lui seul, peut changer les problèmes du Sud Kivu et de la RDC. Mais je pense que Nicolas, avec des jeunes qui comprennent, et qui ensemble, allons vers ces Sud Kivu meilleurs, ces Congo meilleurs, eh ben, je pense que c'est possible.
Un Congo meilleur, c'est bien ce qu'on veut, au-delà de tous ces problèmes épinglés, de cette nécessité de vouloir changer les choses en quelques points que vous avez épinglés. Si ça, c'est les côtés de gouvernance, mais il existe aussi les côtés législatifs. Est-ce qu'il existe un problème réel sur ces plans-là, sur ces côtés? Parce que vous dites, je vais à l'Assemblée provinciale ou je vais à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez des priorités sur ces côtés, au-delà de la gouvernance qu'il faut améliorer, au-delà de ces problèmes de contrôle, des gestions, de cette pression en tant qu'élu? Est-ce que il y a des priorités sur le plan législatif où on s'est dit, comme nombreux disent, on a des très beaux textes, il suffit juste de les mettre en pratique maintenant? Il faut dire que c'est un mélange de deux. Il faut pas vendre la peau du léopard avant de l'avoir pris. Je n'aurais pas vendre ici des choses que je ferais pas. C'est le mélange de deux. Il nous faut des lois adaptées. Et la façon dont beaucoup des lois ont été faites n'a rien de populaire, n'a rien d'une expression des gens. Et donc, moi, mon engagement à tous ceux qui me soutiennent, je leur ai dit, élu en janvier, nous terminons les formalités à Kinshasa. Je reviens ici pour qu'on dessine un agenda parlementaire ensemble. Je sais où sont ceux qui m'ont élu, mais je consulterai aussi largement. Je commencerai par ceux qui m'ont élu, et puis je consulterai les jeunes, les femmes, la société civile, et ainsi de suite, pour avoir un agenda parlementaire conforme aux réalités de la ville, de la circonscription, de la ville et de la province. Et donc, la première chose, c'est ça. Et je pense que beaucoup des lois, il y a très peu, je crois, qui répondent à un besoin populaire. Beaucoup, ce sont des lois, quelqu'un dans sa chambre dit, il faut plus payer des dots. Il faut plus manger de siens. Ça, ce sont pas ça, c'est se moquer de sa base. Donc, mon engagement envers ceux qui m'ont élu et ceux qui vont m'élire et me le feront connaître, c'est que les formalités terminées en janvier, nous rentrons pour les consultations afin de définir un agenda parlementaire ensemble. Et à ce moment-là, des rubriques seront dégagées. Je sais que, évidemment, il y aura plus d'accent sur la mise en place des lois et le contrôle du gouvernement. Parce qu'en fait, c'est ça que le peuple a besoin pour l'instant. Mais il y aura aussi des limites. Et des limites que nous allons identifier et nous allons monter un plan pour travailler au niveau du Parlement. Donc, et c'est là à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est vrai, Nicolas ne peut pas siéger à deux niveaux, mais c'est aussi le parti qui profite de ces sièges. Et donc, l'agenda parlementaire sera un agenda partagé entre les députés Nicolas et son parti. En effet, on le sait que les mandats parlementaires, c'est aussi les pressions politiques, les agendas politiques des partis politiques, vous l'avez évoqué. Ouais. Comment vous, en tant que Nicolas, on connaît Nicolas Kalangalilwa, toujours révolté évidemment par rapport à l'injustice dans la communauté, mais est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui va désormais suivre ce qu'on appelle la réelle politique? Je ne pense pas. Je pense plutôt que ce que nous on appelle ici la réelle politique, c'est un manque de courage. C'est ça ce qu'il faut le dire. En fait, ils sont pas suffisamment courageux et ils se cachent derrière les autorités morales, derrière les réalités politiques. J'ai la chance, en tout cas à ce moment, d'avoir un parti politique où les idées des jeunes, essentiellement d'ailleurs formés des jeunes, et ces idées sont acceptées par l'ensemble. Nous avons un système où on parle de ces problèmes et ils sont plus ou moins tous pris en compte. Bon, l'avenir nous le dira, mais je doute fort que les choses changent, parce que c'est comme ça qu'on a voulu ce parti. On a voulu que ce soit un parti où les gens peuvent s'exprimer, et quel que soit leur point de vue, ils puissent être entendus, et qu'ensemble, on réfléchisse sur comment on peut avancer. Non. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'on appelle la réelle politique, ce n'est pas vraiment de la réelle politique, c'est le manque de courage. Et ce manque de courage, on le cache derrière la politique. Ah, moi, il y a que politique, il n'y a quoi quand même. Ah, politique et politique. Non, c'est un manque de courage. C'est-à-dire, à un moment, on ne veut pas se battre pour faire changer les choses. Et je crois que ça, c'est une donne que nous apportons à la table, et que je ne pense pas que simplement en étant député ou membre d'un parti politique, on va nous museler. Je le doute fort. L'opposition politique. Vous êtes d'ailleurs le président provincial le président ici fédéral du LGD, un parti politique d'opposition. Est-ce que, en tant que député, si vous êtes élu, l'opposition ne va pas être une sorte, c'est évidemment, si la majorité reste telle qu'elle est et que vous restiez à l'opposition, est-ce que ça ne peut pas être évidemment un frein à votre action parlementaire? Non, je ne crois pas. Je crois pas, parce que quand vous êtes d'abord un parlementaire, vous ne vous identifiez pas d'abord à votre parti politique, vous vous identifiez en premier lieu à ceux qui vous ont choisi, c'est-à-dire vos électeurs. Donc, si nous sommes élus dans la ville de Bukavu, je suis d'abord un élu de Bukavu. Je ne suis pas d'abord un opposant. Je suis un élu. Les peuples de Bukavu, un bon nombre de peuples, a choisi de faire de moi leur porte-parole et représentant. Et donc, à ces niveaux-là, je dois toujours trouver des mots justes pour faire passer leur voix et leurs demandes.
Non, en ce qui concerne maintenant de la gestion, parce que l'opposition, c'est par rapport à la gestion de la chose publique, pas nécessairement par rapport au Parlement. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont dans l'exécutif et ceux qui n'y sont pas. Et bien, à ce moment-là, nous allons aussi nous positionner en tant qu'opposants. Mais le premier patron de Nicolas, c'est ses électeurs, c'est son peuple. Et à ce moment-là, dans l'opposition, dans la majorité, quand j'ai des choses à dire, quand je pense que le peuple veut que je dise des choses, eh ben je les dirai. Que ce soit des choses qui frustrent la majorité, ou que ce soit des choses qui frustrent aussi mes amis opposants. Et donc, la première personne, ou du moins, nous sommes principalement répondants d'abord au peuple. Now, si nous ne sommes pas au pouvoir, moi je ne pense pas que cela puisse nous empêcher de mener notre action parlementaire comme il se le doit. Cela va limiter notre influence du point de vue des réalisations sur le terrain, parce que nous n'aurons pas une large marge de manœuvre au sein de l'exécutif. Mais des leviers existent. Et les législateurs a mis des leviers, nous pouvons faire des contrôles parlementaires, ainsi de suite, pour nous permettre clairement d'influencer les politiques étatiques. Eh bien, on le sait, vous êtes, on l'a dit ici et redit, vous êtes un encadreur des jeunes en premier lieu. Politique, quel est l'engagement que vous prenez au-delà de vos électeurs pour cette classe que vous avez toujours aimée et accompagnée depuis des années, la jeunesse? Quel est l'engagement sincère et solennel que vous prenez aujourd'hui pour pouvoir continuer à avoir ces contacts permanents et pouvoir continuer à les accompagner, à les encadrer? La première des choses, c'est que nous allons continuer autant que nous pourrons. Et nous allons travailler dur à rester ce modèle de référence, cette boussole, dans un pays où on a l'impression que tout le monde qui fait la politique est toujours ancré dans des activités mafieuses. Parce que c'est évidemment ça. On a l'impression que ceux qui font la politique ont des mœurs légères, ils mentent facilement, ils sont pas intègres, ils tiennent pas la parole, ils n'ont pas de vision et de boussole. Nous, ça c'est l'engagement, le cap moral. Nous allons nous battre pour que les jeunes comprennent que travailler dans les instances de la République ne veut pas dire nécessairement travailler pour soi avant de travailler pour les autres. Et donc, ce modèle de leadership serviteur, ça c'est notre engagement, ça c'est notre combat. Et ça, nous n'allons pas léser. De deux, je ne veux pas dire que nous allons terminer tous les problèmes des jeunes. Impossible. Mais comme je l'ai dit, mon agenda parlementaire sera défini dans la proximité. Je ne veux pas aussi vendre du vent ici pour dire A, B, C, D, E, F. Nous allons, une fois élus, revenir, consulter d'abord ceux que nous connaissons, nous ont soutenus, et puis nous aurons des tribunes d'expression populaire avec des organisations des jeunes, des plateformes des jeunes, des femmes, et ainsi de suite. Et à ce moment, nous avons besoin et de ceux qui nous ont élus et de ceux qui ne nous ont pas élus. Évidemment. Pour les écouter, pour qu'ensemble on définisse les priorités, pour qu'ensemble on sache qu'est-ce qui peut se faire en 5 ans d'une manière réalisable. Ça, au moins, nous allons le faire. Pour nous permettre, en 2028, d'essayer de pousser les jeunes un peu plus loin qu'ils ne le sont aujourd'hui. Je vais prendre un exemple simple. On peut prendre un domaine de l'entrepreneuriat. Et il nous faut monter des mécanismes pragmatiques, pas idéaux, parce que j'ai vu beaucoup de projets, non, le FPI va donner de l'argent aux jeunes et tout, et à la fin, il n'y a personne qui a quoi que ce soit. Mais développer un programme qui permette aux jeunes d'avoir accès aux ressources nécessaires. Et ressources, je n'entends pas seulement l'argent. Parce que ici, quand on parle de ressources, tout le monde parle d'argent. Mais ça peut être de la connaissance, ça peut être de partage d'expérience. Ça peut être qu'on crée un système de stage qui permet aux jeunes de travailler dans les plus grandes entreprises, d'avoir une idée comment ça marche et de revenir ici. Ça peut être que l'on crée, comme on le fait ailleurs, des maisons de jeunes. J'ai vu, vous avez essayé ici, avec un peu plus d'espace, plus d'encadrement pour les artistes, et ainsi de suite. Moi, je ne sais pas toutes les réponses, je connais pas toutes les réponses. Mais ça, c'est mon engagement. Et cet engagement d'être dans la proximité, d'essayer de trouver des solutions et d'user du poids politique que nous aurons, du pouvoir que nous aurons, pour aider ces jeunes à devenir autonomes. Afin que eux aussi s'installent dans la vie et avancent. C'est incompréhensible que tous les jeunes qui terminent finissent dans la rue. En effet. Maîtrise, doctorat, appelez ça tout ce que vous voulez, ils finissent dans la rue. Dans la rue. Malheureusement. Alors, Nicolas Kalangalila, c'est aussi peut-être un commentaire par rapport, vous êtes en campagne électorale depuis plusieurs jours déjà, vous êtes sur terrain. Quel est le commentaire que vous faites par rapport à la misère que vous retrouvez sur terrain et cette sorte de course vers l'argent qu'on vient d'inculquer à ces peuples parfois rendus pauvres, mais qui est obligé évidemment d'attendre parfois
n'a plus besoin d'idées, mais juste, évidemment, des t-shirts, des pagnes, des petites choses, des petits cadeaux qui est devenu aujourd'hui la principale préoccupation. Mais je vous dis que c'est frustrant, c'est désolant, c'est révoltant. Le peuple est devenu l'architecte de sa propre misère. Il s'est même pas rendu compte qu'on l'a tellement avali, on l'a rendu tellement vulgaire et clochard que lui-même continue à se maintenir dans cet état. Ce que j'ai vu, c'est un peuple qui, au fait, a déjà désespéré. Au-delà même du désespoir, il y a maintenant de l'indifférence. C'est pas un peuple qui croit que c'est possible. Alors, je ne dis pas que j'ai pas trouvé des gens qui croient. Je crois que le travail de toute la classe politique, toutes les tendances confondues, qui veulent du changement sérieusement, c'est de redonner à ce peuple de l'espoir d'abord. Je crois que c'est ça ce qu'il faut, de lui faire comprendre qu'ils peuvent. Ouais, les Américains, ils ont ce qu'ils appellent l'American Dream, le rêve américain. Parce que chaque Américain, quelle que soit sa situation, sait que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Eh ben moi, les peuples que j'ai rencontrés, vous pouvez les compter au bout du doigt qui pensent comme ça. Tous se disent, demain d'ailleurs sera pire qu'aujourd'hui. C'est pourquoi donnez-moi mon t-shirt, donnez-moi mon chapeau, donnez-moi... Que ça s'arrête là, que notre contact s'arrête là. Je veux même pas. Je vous donne ma voix et ça s'arrête là. Et moi je dis, ça c'est un échec. La classe dirigeante, l'élite a échoué. Parce que si le peuple n'est pas inspiré, si le peuple ne sait pas vouloir mieux, eh ben vous pensez qu'on va avancer dans un monde qui est en perpétuelle mutation. On va avancer comment? Et donc, moi, je pense que ça, c'est la première des choses. Quelles que soient les tendances, ceux qui seront élus, je pense que sur le plan homme, ils doivent travailler sur ça. Et ça passe par des pratiques simples du genre, ne monétisez pas la campagne. Ben, y en a qui viennent et qui jettent de l'argent. Oui, vous passez, mais qu'est-ce que vous faites pour les générations futures? Vous tuez tout ce qui restait comme espoir. Acceptez la compétition telle qu'elle est. De deux, je trouve le peuple abandonné à lui-même. J'ai même du mal à penser que pendant 62, 63 ans maintenant, nous avons eu des dirigeants. Quand vous allez dans les coins et les recoins, mais vous vous demandez, est-ce que réellement nous avons des dirigeants? Et je dis bien des dirigeants, même les plus médiocres, devraient quand même agir. 63 ans après l'indépendance, en pleine ville de Bukavu, il y a des endroits où ils ont encore des latrines où on fait des trous. Comme au village. Et puis ce n'est pas des endroits où il y a beaucoup d'espace. C'est cloîtré. Une maison à côté d'une autre. 63 ans après l'indépendance, il y a des maisons en bois. Et je crois qu'il y a plus de maisons en bois dans la ville de Bukavu qu'il y en a en matériaux durables. 63 ans durant. Vous avez des endroits où s'il pleuve, l'espace devient impraticable. On va puiser de l'eau au lac. 63 ans après l'indépendance. Des enfants, vous les rencontrez, en pleine ville, s'il vous plaît. Teignes tondantes. Et vous voyez toutes les maladies de la peau. Et vous vous dites... Parfois par manque même d'eau dans certains quartiers. Vous vous posez la question de savoir... L'hygiène... voilà. Nous sommes 63 ans après. Est-ce que nous avons été gouvernés ou pas? Et moi, je crois que la réponse, c'est que nous n'avons pas été gouvernés. Et c'est ça ce qui est dommage. C'est-à-dire, vous avez un peuple laissé à lui-même, et quand il est laissé à lui-même, il arrive à un point où il n'a plus d'espoir. Et j'espère sincèrement que cette élection ne sera pas encore du folklore, du maquillage. Parce que plus c'est du folklore, plus c'est de maquillage, plus le peuple continue à sombrer dans le désespoir. Et quand vous avez un peuple dans le désespoir, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites pour qu'il bouge? Rien. Rien. Et à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner que les voisins aient les déçus sur nous. Évidemment. Parce que maintenant, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais nous avons dit, nous voulons redonner à ce pays son destin de grandeur. Le slogan d'ailleurs que nous disons, est-ce que Mpaka Ishima Congo Érudit. Évidemment, nous sommes en train d'aller à la fin de l'émission et vous avez pris des engagements. On vous connaît, on connaît également votre engagement depuis de nombreuses années. Mais j'ai vraiment une question que je pose ici de manière spécifique, c'est la question de l'environnement. On le sait, que c'est aussi aujourd'hui l'enjeu du siècle. Au sein du LGD, peut-être que vous avez un programme très précis, mais en tant que tel, dans une ville que vous avez vue en perpétuel changement, vous avez grandi, vous y êtes né, vous avez grandi dans cette ville, vous voyez les changements. Est-ce que vous ne pensez pas évidemment que c'est parmi les actions prioritaires qu'il faut pouvoir scruter
de tout près. Écoutez, il y a tout un slogan, le pays solution, c'est un slogan vide. L'environnement au Congo, en révélé en cadre du Congo, chez nous ici à Bukavu, devait être quelque chose de très important. Il y a quelques jours, moi j'ai visité un de mes membres qui a perdu ses enfants, éboulement. 2 enfants sont morts. Il y a d'autres qui ont perdu leur maison il y a quelques semaines, et ainsi de suite. Il y a des histoires comme ça chaque jour. C'est un problème d'environnement. C'est vrai, lié à la pauvreté, lié aux problèmes économiques, mais c'est d'abord des problèmes d'environnement. Et pour nous, l'équation serait, et il faudrait que je vous ai dit, nous allons travailler en proximité avec la population, parce que c'est vrai, nous avons des pensées, nous avons des idées, mais nous ne pensons pas que nous avons toutes les solutions si la population ne les porte pas et si elle ne nous aide pas à les comprendre. Et donc, nous allons travailler avec eux pour voir quel est ce juste milieu entre un développement économique et la protection de l'environnement. Et souvent, on veut faire une sorte de c'est l'un ou l'autre. Non, je crois qu'au Congo, c'est possible de faire. Nous avons encore suffisamment d'espace pour créer des villes écologiques. Moi, j'ai grandi, je vous ai dit, dans cette ville, il y avait des arbres partout. Vous quittez la botte, vous descendez jusqu'ici, il y avait des arbres le long du chemin, ainsi de suite. Mais c'était possible de garder cette ville et de l'étendre de la même manière, le même modèle. Et ainsi de suite. Donc, ce sont des raisonnements, des réflexions qu'il faut mener, mais avec le peuple. Il ne faut pas seulement mener ces réflexions uniquement dans les classes, les bureaux climatisés de Kinshasa, ou ici à Bukavu, sans mener avec le peuple. Nous pouvons devenir une solution si nous avons un développement intégré qui intègre l'aspect écologique. Et je pense que Dieu nous a dotés d'un pays, beaucoup de pluie, des terres arables. Alors, si nous réfléchissons significativement, le monde scientifique, les acteurs politiques, les acteurs sociaux et la population directement, nous trouverons un modèle. Et ce sont des choses que, moi, comme je vous ai dit, si on doit travailler avec les jeunes, eh ben, ce sont les jeunes qui doivent être au front de cette guerre écologique. Mais d'une manière, comment je dirais, il faut pas penser que quelqu'un du dehors va venir nous aider. Évidemment. Il faut se poser la question, comment, dès l'interne, comment, à partir du Congo, avec les moyens de bord, nous pouvons monter notre politique. Parce que souvent aussi, quand on parle d'écologie, tout le monde commence à penser l'argent du carbone, évidemment, tout ça. Là, le monde va se mobiliser. On pense au monde, alors que la vérité, c'est que chacun a ses priorités. En effet. Et donc, nous devons aussi nous poser la question, quelles sont nos priorités? C'est dommage parce que l'agenda écologique, il faut dire la vérité, ce n'est pas un agenda qui a été mené par les Congolais. C'est un agenda qui nous a été, du moins, pas imposé, mais c'est mené par des fonds et par des projets et des objectifs extérieurs. Il faut à un moment que le Congo se pose la question par rapport aux questions écologiques, qu'est-ce que nous voulons? Les mamans ont besoin de charbon. Voilà, très bien, on le sait. Est-ce que nous pouvons remplacer cette source d'énergie? Par autre chose. Par autre chose. Quoi? Sinon, alors comment est-ce qu'on compense? On coupe des bois, on les plante. Mais si on coupe un seul arbre, par exemple, on en plante 10. Et sur le plan écologique, nous avançons. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est un agenda très important. On ne peut pas parler de jeunesse et de développement économique sans parler de cet agenda. Et je n'ai pas de doute qu'il reviendra dans toutes les consultations. Vous êtes le numéro 253, candidat numéro 253 dans la circonscription électorale de Bukavu sur les listes électorales des députés nationaux. Oui. La députation provinciale, vous rappelez votre numéro? 3. Vous êtes 393. 393. C'est le numéro à la députation provinciale, donc sur la liste du LGD. Vous êtes donc candidat député national numéro 253 et numéro 393 sur les listes des candidats députés provinciaux. En Kiswahili, vous allez nous résumer. Kwa nini raia jeni population ya Bukavu inaweza kutilia confiance le 20 décembre prochain? Asante tena ndugu. En fait, sisi tumezaliwa hapa Bukavu. Kwa maana wairibuka, tulikomala tuliona kisi mwingine huko. Tuliona kisi province. Na tuliona kisi kwenda naharibika. Sever mabadiliko inakuyaka munjia zote, na ingekuwa ni mabadiliko ya mzuri tungefurahi. Jimbo kwenda naharibika. Shikatale manyumba zinakuwa za briki zizuri, za kusimama zizuri, unakutana hakuna mafosi, hakuna tafasi maji za pita, hakuna nafasi kwenye banaweza tia mafosi septique ya toilette. Donc hatuendelee. Miti banakata mungini, bitu yote. Njale nakuwa, biana banakuwa nakunya masapilo. Donc unajiuliza na sasa sisi tuko tunarudia nyuma juu ya nini?
tulianza kutumika na vijana kuna pia miaka 10 karibu. Ikaonekana kama kutumika nabo wanataka mtu mwenye watakamata kama mfano model. Sababu model na mifano iko pale haiwarahisisha. Modele za mingi zinakamata biana sa vile garçon de course, haiheshimu ile dignité, ma potentialité Mungu aliwapatia. Hawakamate waseme viana Mungu aliotia kitu ndani hapo, sisi tutawakomalisha alafu wabebe inchi mbele. Kwanza wazee wengi wakiona kiana mwanaanza kuwa anapanda wanaanza mpiganisha vita. Sasa sisi tulisema tutembee na viana, tuwaoneshe kama waliumbwa na Mungu. Na Mungu anakuwa na vitu anapenda afanye kwa hapo kupitia ile generation. Haiko kwa bure aliwatia kwenye Kongo. Ndio tunakuwa na shida, lakini hizo shida na ndio itatuma tunaonesha ukuu wa Mungu tukizitatua. Sasa tunatumika na vijana miaka ya kutosha, tunaona masumbuko yao, ambao wanasoma, wanashindwa kupata kazi. Tunaona binakuwa vigumu. Ndio tukaingia kushirika la raia sasa kiwaziwazi. Tulikuwa mbele chini tukaingia waziwazi, tuone kama tunaweza pigana, tubadilishe vitu. Mekisha miaka 7 unaona wapi? Baku viongozi mko mnaongea na hapo hawana masikio. Hawana roho. Wiko na masikio mais hawana nia. Hapana volonté. Hawana ile nia ya kupigana waone kama vitu vinaweza badilika. Wengi unaekana na wanakwambia basi ni feni. Sasa uko mkubwa juani. Kazi yako ni kutatua shida. Basi mimi ni feni. Habibi na nipita bili. Sasa tukasema hapana. Kama ni bale njoba kubwa tuko na vitu vitabadilika. Kumbe acha twende sisi kwenye raia tuwaambie sisi tunataka tubadilishe. Sisi tunataka tukue watumishi wenu. Tubadilishe ile akili ya kuzania shefu ni mtu wa kuwapatia wana gari ya kabambi, nyumba ya kabambi vinaishia pale. Shefu ni huyu mwenye anafanya vitu na vinagusa maisha ya watu wengi. Hiyo ndio ukubwa. Ndio tulienda tukaingia kwenye kampeni, tunaongea na wandugu na warafiki, tunaongea na watu yafahamu, tunaona maisha ya Bukavu gisi iko, na tunaamini kwamba wakitupatia hiyo confiance, mwezi wa kwanza mwezi wa pili tutarudia tutumike na watu tuone agenda parlementaire tutakuwa namna gani. Ni kweli hatuwezi tatua shida zote. Na kwa hii miaka 5 shida gani tunaweza pigana tuone kama tunaweza zitatua. Na pamoja nao tutaangalia ya kwanza na ya muhimu mimi nadhani ni kutumikia vijana. Parce ndio vitu tulianza tumika nao depuis zamani. Kama mwa hii miaka 5 tunaweza saidia hata vijana ngapi na hapo baanze kujiaminia, baanze kuona kama wanaweza kupata maisha kwa kipekee bila kutumainia watu. Nadhani tutakuwa tunawasaidia. Kisha kuna kwa majuhudi zingine, shuti zingine, bilalo, mai, moto, vitu yote tutaendelea kupigana. Hiyo ni vitu ya kawaida. Na kisha kuna kwa question sasa tulikuwa tunaongea sasa hii ya kuchunga mazingira, hiyo vitu yote itakuwa ya lazima. Maana kwetu si ya lazima sana kusema bali biana. Namna gani tunaweza tumika wasiko tena wanamaliza masomo na wanaanza kuikala kumanywa kwa damu au kunya sapili. Wakuwa hata basi na gisi wanaweza anza maisha fasi fulani. C'est vrai habatakuwa watajiri kusiku moja, na waanze kwanza fasi. Na mwenye kuna nguvu yake akitumika sione bubaya akikuwa mtajiri. Nicolas Kilangalilwa, tunataka kumaliza hii emission, mais unajua aussi kama siasa inabadili watu wengi. Ndio unakuwa leader wa jeune depuis longtemps, unakuwa na vijana tangu zamani. Kinshasa ama Assemblée provinciale hapa, najua kama ukikuwa utakuwa mu Assemblée nationale huko Kinshasa, haitabadili ile proximité ambayo ulikuwa nayo, ile kukuwa karibu na vijana na kukuwa karibu ya watu hapa mjini Bukavu? Nadhani haitatubadili. Sasa unanikumbusha kwanza, sasa mimi nakumbuka. Sasa niliingia kushirika na raia, watu waliniambia kule watu wanaharibika. Nadhani Mungu alitujalia tukatoka hatukufanana watu wenye wameharibika. Na ndio vile tutaenda. Inawezekana kufanya siasa bila kuingia mu uchafu ya siasa. Kwanza fasi nyingi wanafanya uchafu ni wachache. Ndio. Na ndio fisi turudie kwenye wale wa guruguru ni wachache. Isionekane kama mwanasiasa ni msema bongo, ana kwake anachunga neno yake, vitu ya vile pana. Ya pili, mimi ku experience ndogo na kuwa nayo kuongea na wanasiasa, wengi wanakosa ndio courage. Wanakosa courage. Sadi wanakuwa woga. Na wanafikishia ile woga yao nyuma ya kusema siasa inakuwa ngumu. Wanashindwa sana kupiga kumeza na kusema hapana, hivi Mungu anatubeba amu aliko sawa. Nijua ninabisemaka kila siku, wanaogopa ndugu yao wa kisiasa kushinda raia. Japokuwa raia ndio shefu hapo, ndio patron. Sasa so unaambia patron biku binakoroga, maana huyu ndio aliogopa kushinda patron. Na ni huruma paske bao anatuma na raia
na raia ndio anakuwa mwenye anakuwa anawasimamia. Donc sizani kama tutabadilika, na nafurahi hivi unaniuliza leo kwa sababu hii video tunaweza kuiona taksha miaka 5 itaonekana, na tutakwambia Sizani na kuna kwa mambo fulani yetu tunapanga kwa kutuepusha ile. Unaona kitu kingine mwenye wanasiasa wanafanya kosa huko Elio Bukavu, unafanyaka 9 mois Kinshasa, mwezi mwa Bukavu. Unazania utabakia na proximity na population? Kinshasa ni fasi ya kazi, haiko fasi ya kuishi. Unasikia alipita Eli député, mimi sisema hata ministre mimi naelewa, mais député na anahamishia jamaa wote Kinshasa directement. Sasa unataka vikwae. Donc voilà, mimi siko hapa kukritike watu, mimi nasema kuna kwa vitu fulani inashe tutakamata kwa kutuepusha na hii. Engagement yetu ni kusema hapana, tutaendelea kutumikia vijana na tutaendelea kubakia tuko ile model, parce que kama hivi biote tunabifanya na tupatie biana fulani nao uba ya kutumika kwa uhaki, tutakuwa tunashinda. Nicolas Kialangalila, c'était un plaisir de vous recevoir dans ce studio La Prunelle. Nous sommes lundi 18 décembre, quelques heures seulement évidemment avant la tenue des scrutins au niveau présidentiel, dans les législatives nationales et provinciales, mais aussi pour les conseillers municipaux. Vous êtes le numéro 253 dans la circonscription électorale de Bukavu aux législatives nationales et le numéro 393 aux législatives provinciales. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci d'accepter évidemment cette invitation. Merci pour l'invitation et toutes les bonnes choses. Merci. Donc, je rappelle que les élections, c'est le 20 décembre prochain. Et mesdames, messieurs, nous sommes toujours là pour ce soir, évidemment, avec une antenne spéciale pour justement parler de la paix, d'un processus apaisé et démocratique. Ce sera cette fois avec des acteurs non candidats et ce sera avec un réel plaisir. Au revoir.